Bonjour, bienvenue dans cet événement commun entre CADFEM et Mecanium sur la simulation du procédé de soudage. Je suis Mickaël Guay, directeur technique chez CADFEM, et pour cette présentation, je suis accompagné de Abraham Moreno-Reyna de CADFEM et Patrice Claire de Mecanium. Avant de débuter, une présentation rapide de CADFEM. Donc, nous sommes distributeurs des solutions logicielles ANSYS en Europe et dans le monde depuis le milieu des années 80. Nous sommes basés à Lyon et nous avons un bureau à Paris. Notre métier est donc de distribuer les solutions logicielles ANSYS, mais également d'accompagner nos clients dans l'utilisation des logiciels, donc soit via le support technique, soit via les formations, mais également en contribuant, en mettant à disposition nos experts pour la simulation numérique. En plus de la distribution, nous assurons également la distribution d'extensions de logiciels que nous développons en interne, comme vous allez pouvoir le voir lors de cette présentation, avec une extension pour la simulation de la tenue des soudures avec l'extension FKM. Notre accompagnement de nos clients se présente sous plusieurs formats, donc sous le format de formation standard en interentreprise, en présentiel ou en distanciel, mais également sous le format de formation intra-entreprise. Donc, dans ce cas-là, nous allons définir un programme de formation spécifique à votre besoin. Nous pouvons également vous accompagner via la remise de projets comme une formation, donc un projet de consulting, un projet de prestation de service, ou un accompagnement guidé, où là, nous allons vous accompagner dans la mise en place de méthodologies de simulation pour vos projets spécifiques. Nous proposons également des forfaits de formation, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé par cette solution. Et comme je le disais précédemment, nous accompagnons tous nos clients via le support technique. Et donc, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone, si vous avez une question au quotidien. Je vais passer maintenant la main à Patrice pour la présentation de Mecanium. Bonjour, donc je suis Patrice Claire, le directeur de la société Mecanium, qui est un centre d'essai mécanique. Dans ce cadre, nous réalisons donc des prestations de services pour caractériser des matériaux et pour analyser le comportement mécanique de structures. Ce qui nous différencie de nos concurrents est que nous sommes experts 100% en essais mécaniques, contrairement à d'autres centres qui sont spécialisés par matériaux. Si bien que chez Mecanium, nous sommes capables de caractériser tout type de matériaux, des composites, des matériaux métalliques, des céramiques, des verres, des polymères. Nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes. Nous sommes particulièrement reconnus pour la qualité de nos livrables et nous avons accès à un large parc de machines puisqu'on a plus d'une cinquantaine de machines d'essai qui sont référencées. Ceci vient du fait de notre particularité dans notre business model, puisque l'activité de Mecanium a été créée il y a 18 ans en partenariat avec les laboratoires de recherche de l'INSA de Lyon. Nous sommes donc implantés à Villeurbanne sur le campus de l'INSA. Concrètement, pour réaliser des prestations de services, nous utilisons et nous louons les moyens d'essai qui sont disponibles dans les laboratoires de recherche qui sont nos partenaires. Notre principal partenaire est le LAMCOS à l'INSA, le laboratoire de mécanique des contacts et des structures, et nous travaillons également avec le laboratoire Mathéis, le laboratoire des matériaux. Alors, dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, je vais faire un focus sur une partie de nos activités qui concerne le besoin de nos clients en simulation numérique. Simulations numériques qui ne sont pas réalisées par Mecanium, puisque nous ne faisons que des essais. Mais dans le cadre de ces simulations, nous pouvons intervenir à deux moments, sur la partie détermination des paramètres matériaux qui seront utilisés comme données d'entrée de code de calcul. Et puis, nous sommes également capables de proposer des instrumentations de cas test dans le but d'obtenir des résultats expérimentaux qui seront ensuite confrontés aux résultats issus de simulations pour vérifier et valider les hypothèses qui ont pu être faites dans les calculs.
Et donc, pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de la simulation numérique du soudage et je vais vous présenter les caractérisations thermomécaniques que l'on peut réaliser en tant que données d'entrée de ces simulations et puis également des cas tests que l'on peut instrumenter lors d'une opération de soudage. Donc, je vais à présent pouvoir passer la parole à Abraham qui va du coup introduire la thématique de la simulation du soudage. Merci et bienvenue. En collaboration avec Patrice Claire et Mécanium, nous avons préparé une présentation pour discuter sur la modélisation numérique des soudures. Le contenu de cette présentation, c'est on va discuter un peu sur l'intérêt de faire la simulation de la soudure, la sélection de matériaux que c'est assez important pour avoir des résultats de qualité, et on va aller directement sur un cas concret que c'est la caractérisation thermomécanique, le processus thermique de soudage. On va y mettre tout ça en valeur avec une étude du procédé d'assemblage par soudage stick de plaques Inconel 718, qu'on a fait le test avec Mécanium et on a fait la simulation pour comparer les différents types de résultats. Quel est l'intérêt de simuler la soudure? C'est bien connu que le soudage, c'est un phénomène assez complexe et qu'il y a différents types de paramètres qui vont affecter la qualité de la soudure qu'on peut avoir. Entre les principales problématiques qu'on peut nommer, c'est les contraintes résiduelles qu'on peut avoir après l'application de la soudure, les changements brusques de section et que c'est lié aussi avec les différents types de discontinuité locale qui au final ils vont générer différents types de contraintes. Aussi, c'est récurrent avoir des fissurations dans la soudure et que ça va être l'initiation pour faire une croissance directement sur la fissuration totale de la soudure. Après, on peut faire une analyse des post-traitement quand on commence à étudier la fatigue directement sur la soudure. Et aussi, un autre gros problème, c'est la variation de la propriété des matériaux, soit parce qu'on utilise différents types de matériaux quand on est en train d'appliquer la soudure, soit pour les différents changements de mélange qu'on est en train d'appliquer directement sur la soudure et qu'on voudrait tester quel sera le comportement général avec notre pièce. Et quel est l'avantage quand on va utiliser les méthodes de seulement fini? Ça va nous permettre de faire une étude de faisabilité et un prédimensionnement. Par exemple, dans l'image, on peut faire la comparaison entre si on a une structure boulonnée ou si une structure soudée, et ça va nous permettre de faire une étude comparative de quel sera le comportement mécanique et quelle sera la meilleure option. Après, on peut faire différents types d'essais physiques dans lesquels on pourra avoir une corrélation et ça va nous permettre posteriori de faire une validation par simulation quand on a fait déjà la corrélation avec les différents types d'essais physiques. Et à partir de là, on peut faire tous les différents types de modifications et faire une étude pour différencier les différents types de cas et même faire une évaluation de la durée de vie de notre concept. Mais parler de la soudure, c'est un phénomène assez local, mais quand on est en train de faire la simulation, on ne peut pas se focaliser dans les phénomènes à une échelle micro, parce qu'on peut partir d'une étude macro avec la simulation, et après on peut réduire notre modèle et prendre en compte tous les comportements mécaniques qu'on a sur notre pièce de grosse taille, et faire une analyse beaucoup plus petite, beaucoup plus localisée et qui va prendre en compte tous ces types de différents comportements. Donc, on peut analyser au niveau macro pour terminer, faire une analyse locale dans les zones d'intérêt et faire une analyse beaucoup plus en détail de la soudure. Mais aussi, ce n'est pas seulement pour faire une étude de différents types de concepts, mais la simulation, ça va nous permettre aussi de vérifier les codes de calcul, par exemple Eurocode ou FKM.
Cette étude de préconception, ça va nous permettre de valider notre structure, l'application de la césure avec tous les différents types de paramètres qu'on peut prendre en compte, mais aussi les différents types de cas et que, en relation avec les codes de calcul, ça va nous permettre de valider et compléter tout notre rapport et notre étude de notre assemblage. En ce qui concerne la sélection de matériaux, il y a une idée que je voudrais vous transmettre et que c'est assez importante. Si on voudrait avoir des simulations avec une grande qualité, c'est nécessaire d'avoir des données de matériel de grande qualité. On ne peut pas espérer avoir des résultats avec une précision qu'on va faire en comparaison avec différents types d'essais expérimentaux si la qualité de notre donnée de matériaux n'est pas le bon. En ce qui concerne ANSYS, on a un module qui s'appelle ANSYS Granta. On peut le voir comme une base de données dans laquelle il y a plus de 4000 entrées, mais aussi ça va nous permettre d'administrer toute notre base de données de matériaux dans une société, une base de données propre de la société, mais aussi ça va nous permettre de faire une comparaison entre la sélection des différents types de matériaux, faire des études paramétriques et aussi faire une amélioration en termes de coûts de matériaux, mais aussi de comportements mécaniques, ou aussi administrer l'accès pour avoir différents types de la base de données à différents types de collaborateurs. Pour la question de sélection de matériel et de où est-ce qu'on peut obtenir toute cette base de données pour les matériaux pour notre simulation, c'est qu'on a besoin de faire différents types d'essais mécaniques. Je vais donner la parole à Patrice. Merci Abraham. Donc, je vais vous présenter la partie caractérisation thermomécanique. Donc, si on veut réaliser une modélisation cohérente, il s'agit d'analyser le comportement du matériau en tenant compte de différents effets qui sont couplés, à savoir la déformation, la vitesse de déformation et la température, et voir comment évolue la contrainte en fonction de ces différents paramètres. Donc, expérimentalement, chez Mécanium, nous pouvons mobiliser 3 grandes catégories de moyens expérimentaux, des moyens thermiques, des moyens de sollicitation et des moyens d'asservissement. En termes de système de chauffage, nous pouvons proposer des essais dans une enceinte thermique, des essais par un système de chauffage par induction, ou bien des essais avec un système de chauffage par effet Joule sur machine Glibble. La différence entre ces différents moyens va dépendre de la température maximum qui est à atteindre. Par exemple, dans une enceinte thermique, celle que nous avons à disposition, nous pouvons réaliser des essais jusqu'à 600 degrés. Le choix du système de chauffage va également dépendre de la vitesse de chauffe que l'on souhaite appliquer au matériau. Dans une enceinte, la vitesse de chauffe sera relativement lente. Avec un système de chauffage par induction, on peut travailler jusqu'à quelques dizaines et on est inférieur à la centaine de degrés par seconde. Et avec des systèmes de chauffage par effet Joule, là, on peut dépasser les 100 degrés par seconde en termes de vitesse de chauffe. Et nous pouvons couvrir avec l'ensemble de ces moyens des essais qui vont de l'ambiant jusqu'à plus 1600 degrés. Ces essais sont réalisés sur des machines uniaxiales et avec une sollicitation qui peut être en traction ou en compression. La plupart du temps, on réalise des essais en traction avec une vitesse de déformation qui peut être soit du quasi-statique, donc de l'ordre de 10 moins 5 secondes moins 1, ou bien qui peut aller jusqu'à du 2 secondes moins 1. On a la possibilité également d'aller à des vitesses très rapides et jusqu'à du 80 secondes moins 1 à partir du moment où on passe sur des sollicitations en compression.
Alors, si on rentre un peu plus dans les détails sur le type de caractéristiques que l'on peut obtenir, on peut commencer par les caractéristiques d'abord de nature métallurgique. Et vous avez un diagramme sur la gauche, temps, température, transformation, lorsque l'on a affaire à des matériaux avec des transformations de phase. Et les caractéristiques également thermiques, donc vous avez l'exemple d'une illustration de courbe de dilatométrie, avec pour objectif donc de déterminer tout ce qui est coefficient de dilatation, conductivité et diffusivité thermique. Donc voilà pour la partie métallurgique et purement thermique. Nous avons donc ensuite des caractérisations thermomécaniques, où là on va regarder les propriétés du matériau en fonction de la température d'une part et de la vitesse de déformation d'autre part. Vous avez en bas à gauche des courbes d'écrouissage qui ont été obtenues toutes à la même vitesse de déformation, mais en faisant varier la température entre l'ambient et 700 degrés. Les deux courbes sur la droite décrivent des évolutions de courbes d'écrouissage en fonction de la vitesse de déformation, avec sur l'illustration supérieure une évolution donc de l'écrouissage en fonction de la vitesse de déformation obtenue en traction, et en bas sur des essais qui ont été réalisés avec une sollicitation en compression avec une vitesse de déformation qui est relativement élevée. Alors ça, c'est la base en termes des essais, et pour enrichir ces modèles, il est également possible de venir compléter l'identification des lois en réalisant par exemple des essais de traction-compression dans le but d'obtenir un écrouissage, enfin d'identifier les paramètres d'écrouissage qui peuvent être cinématiques ou isotropes ou mixtes, une combinaison des deux. Donc essais de traction-compression qui sont réalisés également en fonction de la température. Et puis deux autres types d'essais que l'on peut également proposer et conduire sur les moyens expérimentaux auxquels Mécanium a accès sont des essais de relaxation et des essais de fluage, puisque lorsqu'on établit des courbes d'écrouissage, on a inévitablement une partie relaxation et une partie fluage qui est enregistrée également. Et si on veut vraiment découpler la partie écrouissage de ces phénomènes-là, il convient donc de compléter la matrice d'essai avec ce type d'essai. Le but de tout ça, c'est d'une part d'obtenir l'évolution des propriétés matériaux en fonction de la température et de la vitesse de déformation. Donc là, les caractéristiques à identifier sont à définir d'un commun accord et c'est relativement large. Vous avez là uniquement comme illustration l'évolution de la limite élastique d'un matériau en fonction de la température et de différentes vitesses de déformation pour les différentes courbes et les différentes couleurs. Nous pouvons également proposer d'aller jusqu'à l'identification de paramètres de lois de comportement, comme par exemple une loi de comportement de type Johnson-Cook, qui permet de rendre compte de l'évolution de la contrainte en fonction d'un écrouissage, d'une vitesse de déformation et de la température. Et puis, on peut également identifier des paramètres de loi d'écrouissage type cinématique sur la base des essais de traction-compression, comme je les ai présentés tout à l'heure, qui sont parfois indispensables, hein, puisque lorsqu'on fait du soudage, forcément, on vient chauffer le matériau, donc il a tendance à se dilater. Puis ensuite, on a un refroidissement qui font que le matériau va vouloir se contracter. Et donc, on a bien un phénomène de traction-compression qui peut être prépondérant, notamment lorsqu'on réalise de la soudure multipasse. Voilà pour la partie caractérisation, donc paramètres d'entrée et identification de loi de comportement des matériaux. Je commence à introduire la deuxième partie qui a pour objectif donc d'établir des cas tests expérimentaux dans le but de venir valider les hypothèses qui sont faites lors des simulations numériques. Le premier cas test que nous on peut réaliser et qu'on peut réaliser sur les mêmes machines d'essai que les machines que nous avons utilisées pour déterminer les caractéristiques des matériaux consiste à réaliser un essai SATO.
Alors, l'essai Sato, tout le monde connaît bien l'essai de dilatométrie libre. L'essai de dilatométrie libre consiste à appliquer sur une éprouvette un effort nul, appliquer un cycle thermique et d'enregistrer la déformation du matériau lors du chauffage et du refroidissement sous effort nul. Pour l'essai Sato, c'est le même type d'essai, le même principe, à ceci près que l'on va inverser les voies d'asservissement. On va donc imposer sur l'éprouvette une déformation nulle. On va appliquer un cycle thermique de chauffe, puis de refroidissement. Et au cours de la chauffe et du refroidissement sous déformation nulle imposée, le matériau vont apparaître dans le matériau des contraintes en compression, donc c'est dans la courbe bleu foncé, une mise en compression du matériau qui aura envie de se dilater, de s'étendre, mais qui ne pourra pas le faire puisqu'il est bloqué. Et puis, un comportement similaire lors de la phase de refroidissement. Le gros avantage de ce type d'essai est que c'est le genre d'essai que l'on peut réaliser sur une géométrie d'éprouvette de traction, donc relativement simple en termes de géométrie et de maquette. Et l'avantage également, c'est que les conditions limites sont parfaitement maîtrisées puisque nous sommes en déformation nulle. C'est facile à imposer d'un point de vue expérimental et c'est également facile à simuler d'un point de vue numérique. Et donc, je passe la parole à Abraham pour la suite de la présentation. Merci Patrice. Pour mettre en pratique tout ce savoir-faire en question de déterminer quelles seront les propriétés des matériaux et comment on va les utiliser dans la simulation, si bien on a discuté tout au début de notre présentation les différents types de problèmes liés au soudage, qui sont fissuration ou concentration de contraintes, on va parler de façon plus pratique sur les processus thermiques de soudage et tous les différents types de phénomènes que ça va nous impacter directement dans notre comportement mécanique de notre assemblage. Directement sur les processus thermiques de soudage, on va identifier différents types de problèmes. Le principal, c'est la distorsion au moment d'appliquer et faire le lien entre les différents types de pièces. Comme on peut voir sur l'image, on voit les différents types de déformations après l'application de soudage sur les différents types de tôles et de plaques. On peut voir la comparaison avec la simulation et avoir une comparaison et la prédiction de comportement. Ça va nous permettre de tester et évaluer de façon virtuelle tous les différents types de déformations et directions qu'ils vont prendre, mais aussi quelles sont les contraintes résiduelles. Et ça va nous permettre de faire une séquence de soudage optimale pour empêcher les déformations ou l'essai de contraintes résiduelles trop importantes. Et aussi, ça va nous permettre de faire une évaluation des différents types de matériaux, différents types de comportements thermiques qu'on peut appliquer. Et comme l'a montré Patrice, on pourra faire varier les différents types de situations thermiques et évaluer quel sera le résultat final directement sur notre pièce. Pour discuter directement comment on va faire l'analyse des processus thermiques de soudage, c'est par exemple avec cet exemple qu'on a là, on va appliquer la ligne de soudure qui vont faire l'union avec les deux plaques et on va voir la distribution de température pendant l'application de la soudure et après la partie de refroidissement. Et c'est ça que ça va nous permettre de faire une analyse de quelles seront les contraintes résiduelles directement liées à l'application de la soudure et faire une analyse beaucoup plus détaillée pour faire appliquer un code de calcul. Et on va y mettre en pratique ça. On va partir déjà de toute l'étude qu'a fait Mecanium pour avoir toutes les propriétés de matériaux et les utiliser dans une simulation. Et je vais donner la parole à Patrice pour décrire les procédés d'assemblage de notre plaque de Inconel 718.
Bien, donc en termes d'instrumentation de maquettes, la manière dont ces maquettes peuvent être instrumentées permettent de mobiliser différents types de moyens. Donc nous avons d'abord des caméras, une caméra infrarouge si l'on souhaite analyser lors du procédé de soudage un flux de chaleur. Également une caméra rapide si on veut observer par exemple la forme du bain fondu. Lors du soudage, il est donc important de mesurer des températures. Nous pouvons proposer chez Mécanium deux types de moyens de mesure, une instrumentation de maquette par l'intermédiaire de thermocouples que l'on va placer le plus proche possible de la zone soudée. L'avantage du thermocouple, c'est que l'on va vraiment avoir l'évolution de la température au cours du soudage. Par contre, pour les températures qui sont vraiment très extrêmes, qui sont très très proches du cordon, bien souvent le thermocouple se dessoude lors de l'opération de soudage. Dans ce cas-là, on préconise de mettre en place des revêtements thermosensibles qui vont changer de couleur en fonction du maximum de température auquel la surface a été soumise. Ensuite, pour la partie déplacement et pour la partie déformation, nous pouvons instrumenter les maquettes de capteurs LVDT, de jauge de déformation ou de corrélation d'image. La corrélation d'image, c'est quelque chose sur lequel je vais particulièrement insister, puisque c'est un moyen de mesure qui est parfaitement maîtrisé chez Mécanium et qui n'est pas forcément très connu ni forcément répandu. La corrélation d'image utilise une caméra numérique, alors en l'occurrence deux caméras numériques si on veut faire de la stéréocorrélation, et puis des images en niveau de grille dans au moins deux états de la structure, de la surface, un état initial et un état après sollicitation. Et il nous faut bien entendu également un logiciel de corrélation pour pouvoir travailler ces images. Les gros avantages de la corrélation est que c'est un moyen de mesure qui est sans contact, qui se fait par voie optique. À partir de ces capteurs, donc uniquement des caméras, on peut avoir accès à des milliers de points de mesure et on obtient également une mesure de type champ de la même manière que ce qu'on peut obtenir lorsqu'on réalise des simulations. On a vraiment une cartographie, une répartition des déplacements et des déformations à la surface de la maquette qui est photographiée. Ce qui, du coup, a pour conséquence de pouvoir faciliter la comparaison entre résultats issus de simulations et résultats expérimentaux. Donc, dans la mise en œuvre de la corrélation d'images, ce dont nous avons besoin, c'est dans un premier temps d'avoir sur la slide suivante un couple d'images, donc une image gauche et une image droite, donc qui correspond à notre structure dans son état initial. On va réaliser une corrélation d'images, qu'on appelle en l'occurrence un appareillement entre ces deux images, dans le but d'avoir une reconstruction 3D de la surface. Nous avons ensuite l'acquisition d'une paire d'images, une image déformée gauche, une image déformée droite, acquise par notre système de stéréocorrélation. On réalise une corrélation dans le but d'obtenir une reconstruction 3D de la surface déformée. Nous réalisons du coup une dernière étape de corrélation, par exemple entre l'image initiale gauche et l'image déformée gauche, dans le but de pouvoir obtenir une comparaison entre ces deux reconstructions 3D, initiale et déformée, pour obtenir donc au final une mesure de champ de déplacement et de déformation. Ces champs sont illustrés sur la diapositive suivante avec une répartition des champs de déplacement dans les trois directions de l'espace, orthoradial, hauteur et radial dans le cas de la virole qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous avons également accès à l'ensemble des composantes du tenseur de déformation. Et chaque fois donc sous forme de champ et de part et d'autre de la zone du cordon soudé.
L'avantage avec la corrélation, c'est qu'on a une mesure donc, qui est relativement dense, mais a posteriori, et une fois que les essais ont été réalisés, on peut par exemple dire et décider que c'était le long de cette ligne de relevé-là que l'on souhaite avoir le plus d'informations et qu'on souhaite avoir un relevé précis. Donc, on peut post-traiter une mesure de champ pour avoir le relevé le long d'une ligne, comme si on avait instrumenté que cette ligne-là, pour par exemple regarder de part et d'autre d'un cordon de soudure comment se répartissent les déplacements dans les différentes directions. Voilà pour la partie instrumentation de maquette et je redonne la main à Abraham pour la partie simulation. Merci. On va parler directement de comment on fait la simulation pour faire une comparaison avec les résultats expérimentaux qu'a fait Mecanum. Et on va partir de la plaque Inconel 718 de dimension 305 et 4,3 mm et dans lesquels on a placé deux thermocouples pour comparer la température et aussi on a fait toute l'instrumentation comme l'a décrit Patrice pour récupérer quelles seront les déformations. Sur la simulation, pour montrer comment on fait complètement tout le procédé de mise en place de modèle, on va partir déjà avec les modèles CAO qui a été déjà fait et préparé pour faire la simulation. Donc, je vais vous présenter une démonstration pour la mise en place de la simulation. Et pour le faire, on va utiliser différents outils. Le principal, c'est Workbench, ANSYS Mechanical, et la simulation thermique. Pour les personnes qui ne connaissent pas ANSYS et Workbench, il faut les voir comme notre espace de travail. C'est là dans lequel on va placer les différents types de simulations physiques qu'on va utiliser pendant notre étude. Et on va déterminer comment on va comparer, comment on va partager les différentes données entre les différents blocs de simulation par physique. Et c'est comme ça qu'on peut faire de façon très facile et très rapide des simulations multiphysiques comme c'est le cas. Aussi, on va utiliser ACT. Les ACT, si on peut faire l'analogie avec Excel et l'utilisation d'une macro, c'est un petit programme qui va nous automatiser complètement la configuration de la simulation. Donc, cet avantage, c'est que ça va nous permettre d'accélérer la mise en place du modèle et à partir d'une configuration, et on suivre les instructions pour l'utilisation de l'ACT. Mais aussi, on va présenter qu'est-ce que c'est le scripting. On va montrer comment l'utilisation, une utilisation assez rapide et assez facile pour faire la mise en place et le post-traitement de notre modèle. C'est avec l'aide principalement de l'ACT et du scripting qu'on pourra faire la simulation en quelques minutes. Donc, on va partir de notre géométrie. La géométrie, le modèle 3D, et ça a été déjà préparé. Donc, on a la plaque dans laquelle on a fait quelques sections et on a fait un partage topologique pour créer un maillage assez avec de bons paramètres. Et aussi, on a fait la mise en place de la soudure. Aussi, on a besoin de toutes les propriétés des matériaux. Inconel 718 dans lesquels on a tous les différents types de propriétés à partir des différents types d'études qu'a fait Mecanum. Et l'ACT, comme je vous expliquais, c'est un petit programme à l'intérieur d'ANSYS qui ça va nous permettre d'automatiser la mise en place de notre modèle. Donc, on va démarrer avec une simulation thermique dans laquelle on va faire les transferts de notre propriété de matériaux et de modèle et on va les coupler avec une analyse mécanique. Donc, on va ouvrir notre simulation thermique et mécanique et on va commencer par les différents types de sélection. On va faire une sélection nommée que ça va nous permettre d'identifier les différentes parties, les différentes sections et les différentes cordes qu'on va avoir besoin après pour l'utilisation de l'ACT, mais aussi pour notre configuration. ANSYS
est développé pour l'utilisation dans l'industrie. Donc, il y a toute une interface que ça va nous permettre, que ça va nous aider à accélérer les différents types de sélection et la mise en place de notre modèle de simulation. Et par exemple, là, on est en train de sélectionner quelle sera la zone de contact entre la soudure et notre plaque. Avec cette sélection nommée, à nouveau, c'est un outil que ça va nous permettre de faire une sélection très rapide des différents types de corps. Là, on est en train de travailler avec 36 corps au total et faire une sélection nommée, ça va nous permettre de réduire le nombre de sélections dans notre configuration. Donc là, on est en train de placer quelles seront les surfaces qui vont être dans lesquelles on va appliquer une convection naturelle. Donc, on va sélectionner toutes les surfaces qui sont dans la partie supérieure. On va l'ajouter à notre sélection nommée de la convection. Et pareil, on va sélectionner toutes les surfaces de notre soudure. Donc, comme vous pouvez voir, la sélection, ça se fait assez rapidement avec l'utilisation des différents types de menus et de aides qui va nous proposer ANSYS. Après, ce qui nous reste, c'est faire la sélection nommée de notre condition de frontière dans lesquelles on va fixer notre plaque pour avoir le comportement mécanique en fonction de comment il a été mis en place dans les essais et pouvoir faire la comparaison des déformations et des contraintes. Et aussi, ANSYS, il a beaucoup amélioré la partie de maillage. Donc, il va les réaliser de façon assez rapide. Et quand on connaît tous les différents types d'outils qu'on a à notre disposition, ça va nous permettre de faire un maillage de grande qualité et aussi très rapide. Donc là, on connaît déjà les paramètres à y mettre directement sur notre modèle et que ça va régler et avoir un maillage de qualité très bien paramétrisé et de façon assez optimale et très rapide. Donc là, on va y mettre 3 couches sur notre maillage. Et après qu'on a fait le maillage, voilà les résultats. Et on peut voir directement que la partie dans laquelle on va faire l'automatisation. Donc, on va à l'automatisation, la section d'automatisation, et on va utiliser l'ACT Welding Torsion, que ça va nous permettre de faire une configuration complètement automatisée. Donc là, on a les différents types de sélection à faire. Tout se fera par rapport à la sélection nommée qu'on vient de faire la construction. On peut utiliser différents types de lignes de soudage et sélectionner quels seront les corps. Aussi, quel sera le temps de soudure, le temps de refroidissement, la température de fusion de notre matériau qu'on va appliquer dans la soudure. Et il va créer tous les contacts. À partir de ce moment-là, comme vous pouvez le voir, il va commencer à créer toute la sélection nommée pour toutes les corps qui comprennent notre soudure. Il va créer tous les contacts. Et bon, là, c'est simplement le PDF dans lequel on peut trouver tous les différents types d'instructions, même des exemples pour l'installation. Donc, c'est toute la documentation qu'il y a sur l'ACT, dans laquelle on peut utiliser soit une seule ligne de soudure ou différents types de lignes de soudure. Et cette ACT, elle est en train de travailler derrière nous, derrière le PDF, et est en train de faire toute la configuration complètement automatisée. Donc, cette tâche que ça va demander beaucoup de temps pour faire la configuration et le setup final parce qu'il faut contrôler chaque corps de soudure, faire le contrôle de contact, mais aussi comment il va se comporter pendant la simulation. Il faut le faire pour l'analyse thermique et l'analyse structurelle, l'analyse mécanique.
Donc, tout ça, ça sera géré pour l'ACT, que ça va nous permettre de faire la configuration et même écrire les différents types de commandes qu'on a besoin pour les identifier. Donc, l'ACT a fini la configuration et en général, les choses qu'il a fait, c'est qu'à chaque corps de soudure, il a mis une commande pour identifier les matériaux. Aussi, l'ACT a créé tous les contacts entre les plaques et la soudure de tous les différents types de corps et tous les différents types de sélections nommées qu'on aurait besoin après pour faire une analyse beaucoup plus en détail. Pour la simulation thermique, en fonction de le temps d'application de la soudure, c'est le moment dans lequel il va apparaître ou disparaître la soudure. Et ça va nous permettre de faire la simulation de comment sera appliquée en fonction du temps notre soudure. Donc, à nouveau, là, c'était à configurer avec les différents types de commandes qu'on a besoin, tout ça complètement automatisé et à partir de la sélection nommée. Donc, ça signifie que peu importe si on va changer notre géométrie avec la sélection nommée, là, il va identifier notre configuration du modèle, la ligne de soudure et va finir pour faire toute la configuration. Donc, il manque aussi faire le post-traitement. Donc, on va ajouter, faire une analyse de la distribution des températures complète. Et la convection, on va sélectionner notre sélection nommée de convection. On va ajouter une convection naturelle directement sur notre modèle. Et après, pour faire le post-traitement et faire la comparaison avec les résultats expérimentaux, on a besoin d'appliquer un système coordonné dans lequel on va les placer directement dans les mêmes endroits qu'on a appliqué les thermocouples, qu'on a les thermocouples dans les essais expérimentaux et que ça nous permettra de faire la comparaison directe de différents types de résultats. Donc, ce nouvel système coordonné, on doit les placer dans les bons endroits. Et à partir de là, on va ajouter une mesure de la température locale appliquée directement dans notre système coordonné qu'on vient de créer. Là, on va sélectionner notre système coordonné, voilà, et il sera déjà placé dans les bons endroits. Donc, si on a 30, 40 ou 50 thermocouples, ça va être une configuration assez longue, mais on peut utiliser scripting. Donc, on a différents types de styles, mais on va utiliser directement ce bouton dans lequel on va commencer à sauvegarder toutes les actions qu'on commence à faire. Donc, par exemple, là, on peut voir comment on a les commandes pour ajouter les systèmes coordonnés. Après, comment on va modifier la position par rapport au système coordonné général. Donc voilà, c'est toutes les commandes qu'on a besoin pour modifier notre système coordonné. Et même après, l'ajout de la mesure de température sur notre système de coordonnées qu'on va créer. Donc, le script, ça va nous permettre de générer tous les codes qu'on a besoin pour créer notre système coordonné et la mesure de notre température. On peut récupérer cet script que ça va nous permettre après d'automatiser directement toute la mise en place de notre modèle. Donc là, on a notre première, on peut faire la comparaison, c'est les mêmes commandes qu'on a utilisées. Donc là, je vais les nommer d'une façon différente. Donc c'est pour notre système coordonné les premières. Et après, on va ajouter la mesure locale dans la même position de thermocouple, que ça dépend de notre système coordonné. On peut faire après les copier-coller et on va modifier directement les différents types de valeurs. Et même après, on peut faire le post-traitement pour toute la partie d'analyse mécanique de notre simulation. Donc, on peut copier tous les scripts qu'on a générés à partir de notre logiciel. On va effacer la mesure de température qu'on a mise en place, les systèmes coordonnés. Et après, on va lancer notre petit script dans lequel il va créer les systèmes coordonnés
et aussi la mesure locale de notre température liée à notre système coordonné. Donc là, on n'a que 8, mais si on a 30, 40 ou 50, on peut automatiser. De la même façon, on peut automatiser différents types de mise en place de configuration si on utilise le script et qu'on peut sauvegarder et le créer en fonction de ce qu'on est en train de faire sur notre interface. Donc, après qu'on a fait ça, il nous reste faire la condition pour l'analyse mécanique. À nouveau, on va faire la sélection nommée qu'on utilisait. Nouveau, c'est la sélection nommée. Et l'avantage, c'est qu'on pourra modifier notre géométrie et comme tout est lié à une sélection nommée, on pourra changer simplement la sélection, la surface de notre sélection nommée et tout va rester avec la même configuration. Donc, si on arrivait à faire la configuration totale de notre simulation en à peine 12-15 minutes, c'est grâce à l'utilisation de l'ACT et du scripting. À partir de là, il faut attendre simplement le temps que ça va résoudre notre modèle, mais toute la configuration pour faire la simulation, ça a été fait de façon très rapide et avec une certitude que tout était bien placé et qu'on pourra faire l'exploitation après des résultats. Et voilà notre résultat. Donc, on peut voir comment l'application de la soudure, c'est en fonction de les paramètres qu'on a mis en place et après le temps de refroidissement. Et on peut voir quelle sera la distribution des températures qu'on va voir pendant l'application de la soudure sur notre plaque et aussi en fonction du temps et le temps de refroidissement qu'on a mis en place. On peut voir comment les corps de la soudure, tout au début, il n'existait pas. Et après, conformément on commence à avancer dans la simulation, il va apparaître et faire la simulation de l'application de la soudure. Quand on va faire la comparaison entre les résultats de l'essai et les résultats de la simulation, on peut voir clairement qu'on a exactement les mêmes comportements. En termes de valeur, on a une différence trop petite entre les différents essais et la simulation. Si on est arrivé à avoir cette qualité de résultats, c'est grâce à qu'on a eu toutes les propriétés des matériaux de notre plaque, et pareil pour la soudure, et aussi pour la qualité de la configuration de l'émaillage et du solver qu'on a utilisé pour faire la simulation. Quand on fait la comparaison directe des images de la distribution de température entre l'essai et la simulation, pareil, on a un comportement général que ça ressemble énormément avec l'essai expérimental et la distribution de température, c'est très bon. Si on va comparer la déformation qu'on peut voir sur la plaque, et quand on va comparer les déplacements dans la direction de soudage, on peut voir comment les côtés droit et les côtés gauche, la déformation, c'est dans un sens opposé. Si on fait la comparaison avec la simulation, on peut voir exactement le même comportement comme un côté. Le côté droit, il va dans une direction et le côté gauche, il va dans le sens opposé. Quand on va faire la comparaison avec le déplacement perpendiculaire au cordon de soudure, on trouve un comportement très intéressant dans lequel, pareil, on a la partie supérieure qui va se déformer dans la direction opposée de la partie inférieure. On peut le voir clairement avec les résultats de la simulation, quand on fait la même comparaison, et les comportements qu'on trouve, c'est les mêmes comportements qu'on trouve dans les expérimentaux, dans lesquels on a déformation, la direction de la déformation opposée entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et au final, notre conclusion. Il faut la partie de la simulation, ça va nous permettre de faire une comparaison avec différents types d'expérimentaux et moyens expérimentaux.
Mais aussi, ça va nous permettre de faire une étude paramétrique dans laquelle ça va nous permettre d'identifier les caractéristiques de notre simulation. Cette exploration, ça va nous permettre de comprendre les comportements, mais aussi ça va nous permettre d'explorer différents types de solutions. Il faut voir aussi ANSYS comme un outil, que c'est un outil en constante évolution. Chaque année, il va apporter des différents types d'améliorations et que ça va nous permettre de faire modéliser des analyses de systèmes complexes de manière beaucoup plus détaillée, avec des qualités en termes de maillage, en termes de configuration, et que ça va nous permettre aussi de faire une analyse très détaillée des comportements. Comme je l'ai présenté avant, ça va nous permettre de faire une exploration au niveau macro et micro des comportements mécaniques de notre pièce. Et surtout, ça va nous permettre de prévoir les conséquences de changement de concept. Comme on peut voir dans le CC, ça va nous permettre de faire une prédiction de quels seront les déformations et aussi changer les différents types de paramètres et de concepts. Et en général, ça va permettre à l'ingénieur d'apprendre le fonctionnement du système. Si bien le soudage est un phénomène très complexe et dans lequel on peut compter différents types d'incertitudes, la simulation, ça va nous permettre de prévoir les comportements, soit en question de déformation de notre assemblage, ou même faire des simulations, comme on l'a montré pour la partie thermique, déformation et contrainte. On pourra faire des déformations de la fissuration, pareil pour les changements de phase, de comportement mécanique, ou appliquer différents types de calculs ou de fatigue. Donc, la simulation, ça va nous permettre de faire une analyse beaucoup plus détaillée dans tous ces phénomènes qui sont assez complexes dans la soudure. Et si on peut avoir une simulation qui a été faite dans quelques minutes, c'est parce que la formation et la connaissance de l'outil ANSYS nous a permis de faire une mise en place de la simulation assez pertinente. Ça va nous permettre de réduire le temps de développement, faire différents types d'erreurs ou être bloqué par une mise en place de modèles. Donc, la formation, ça va vous permettre d'accélérer et optimiser votre temps de mise en place, mais aussi avoir des résultats de grande qualité. Et CADFM a des spécialistes pour vous aider à développer votre concept via les formations et qu'on est en disponibilité pour vous aider à améliorer votre différents types de concepts, votre différents types d'idées, ou faire une mise en place de différents types de simulations assez complexes. Et aussi, pour aller un peu plus loin, de la même façon qu'on a les ACT pour faire une analyse de la soudure, on a aussi l'ACT, le FKM, qui va vous permettre de faire toute la directive EKM de façon automatisée et réduire énormément les temps de mise en place et de configuration de ton modèle. Aussi, on a notre prochaine formation. Et on a toute une liste. On a 25 formations différentes dans 51 dates disponibles tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à nous demander ou consulter notre site internet. Et aussi, on a Guided Work dans lequel toute l'équipe de spécialistes de CADFM, ils seront à disponibilité pour travailler avec vous et vous guider pour accélérer la mise en place très rapidement d'un modèle de simulation.